Imaginez un peu, devoir construire un pays comme ça, à partir de zéro, sans aucun plan, avec des dettes colossales et des avis complètement opposés sur la direction à prendre. Eh bien, c'est exactement le défi qu'ont relevé les tout premiers présidents des États-Unis. Aujourd'hui, on va décortiquer comment leurs décisions, prises il y a plus de 2 siècles, continuent encore aujourd'hui de façonner l'Amérique. Du coup, ça nous amène à la grande question, non? Un dirigeant, une seule personne, peut-il vraiment changer le cours de l'histoire de tout un pays? C'est ce fil rouge qu'on va suivre ensemble en se penchant sur les choix, les conflits et bien sûr l'héritage des 3 premiers présidents américains. Allez, on plonge directement dans le chaos des débuts. Il faut oublier l'image un peu parfaite des pères fondateurs. Pensez plutôt à une start-up, mais une start-up au bord de la faillite. Littéralement. Elle est née d'une révolution sanglante, elle n'a aucun business plan et elle a une montagne de dettes. Franchement, la pression sur les premiers dirigeants, elle était juste inimaginable. Chaque décision pouvait être la bonne ou alors la toute dernière. Et le premier PDG de cette fameuse start-up, c'était bien sûr George Washington. Son mandat, attention, ce n'était pas juste une question de gestion, non, c'était de la création pure. Il devait littéralement construire les fondations de tout le gouvernement. Et c'est ça le truc le plus important à comprendre. Il n'y avait pas de carte, pas de GPS, rien. Chaque loi, chaque nomination, chaque ministère qu'il crée, c'était un énorme pas dans l'inconnu. En fait, Washington et le Congrès ne se contentaient pas de diriger un pays. Ils étaient en train de l'inventer, au jour le jour. Et bien sûr, le premier obstacle, le plus urgent, c'était l'argent. Un problème très concret. La guerre d'indépendance avait laissé le pays avec une dette, mais une dette absolument colossale. La question était simple, comment est-ce qu'on peut établir sa crédibilité dans le monde quand on est, pour ainsi dire, au bord de la faillite? Et là arrive la solution, proposée par Alexander Hamilton, le secrétaire au Trésor. Son plan, il était aussi audacieux que controversé, il faut le dire. L'idée, le gouvernement fédéral allait prendre en charge toutes les dettes de guerre des États, créer une banque nationale pour stabiliser l'économie et bien sûr, lever des impôts. C'était un pari hyper risqué, mais c'est ce pari qui a jeté les bases de la future puissance économique américaine. Quand on regarde cette chronologie, on voit à quel point tout s'est accéléré. C'est fou. En à peine une décennie, on passe de la création à la crise. La création de la banque en 91, ça semait les premières graines de la discorde. Et puis, sous la présidence suivante, celle de John Adams, ces tensions ont littéralement explosé. Ça a mené à des lois qui mettaient en danger les libertés fondamentales, et cette division, elle n'allait faire que s'aggraver. Parce qu'en fait, le plan d'Hamilton, aussi brillant qu'il était sur le papier économique, a été une véritable bombe politique. Une bombe qui a explosé au cœur même du gouvernement. Et ça a révélé une fracture idéologique si profonde qu'elle allait façonner la politique américaine pour toujours. Et voilà, on est au cœur du conflit. D'un côté, on a Hamilton et les fédéralistes. Eux, ils imaginent une Amérique puissante, centralisée, industrielle. Et de l'autre, on a Thomas Jefferson et les démocrates républicains. Leur rêve, c'est une république de fermiers indépendants avec un gouvernement fédéral qui se mêle de ses affaires le moins possible. Ces deux visions, elles étaient quasiment irréconciliables. Et c'est de là qu'est né le tout premier système de partis politiques. Et attention, cette division, elle n'avait rien de théorique. Pas du tout. Sous John Adams, qui succède à Washington, une vraie paranoïa s'installe. Le gouvernement craignait une guerre avec la France, des complots internes. Alors les fédéralistes, qui étaient au pouvoir, ont voté les fameuses Alien and Sedition Acts. En gros, ces lois permettaient d'emprisonner ou d'expulser des étrangers jugés dangereux, et surtout de poursuivre en justice quiconque osait critiquer le gouvernement. C'était ni plus ni moins une attaque frontale contre la liberté d'expression. Bon, après ce mandat très tendu de John Adams, c'est au tour de Thomas Jefferson d'arriver au pouvoir, en 1800. Et son administration, elle, va être marquée par une décision. Une décision qui va changer radicalement la géographie, mais aussi le destin de tout le pays. Et cette décision, c'est l'achat de la Louisiane. Pour une somme ridicule, une bouchée de pain, Jefferson a tout simplement plus que doublé la superficie des États-Unis. C'était une opportunité incroyable, une aubaine offerte par Napoléon qui, lui, avait un besoin désespéré d'argent pour financer ses guerres en Europe. Et voilà, d'un simple trait de plume, le destin de l'Amérique venait de basculer, complètement vers l'ouest. Mais cette expansion, aussi spectaculaire soit-elle, a eu un coût humain absolument effroyable. Parce que ces nouvelles terres, bien sûr, elles n'étaient pas vides. Cet achat a accéléré la spoliation et le déplacement forcé des peuples autochtones qui vivaient. Et puis encore, ça a ouvert d'immenses territoires à l'institution de l'esclavage. En gros, ça a jeté de l'huile sur un feu qui allait très bientôt embraser toute la nation. Alors, maintenant qu'on a regardé d'un peu plus près ces 3 présidences, il est temps de revenir à notre question de départ. Finalement, quel est l'impact réel, l'impact durable de ces premiers dirigeants? Eh bien, au final, l'influence d'un dirigeant, elle est immense. Et elle est partout. Un leader ne se contente pas de gouverner au jour le jour. Il établit des précédents,
des coutumes, qui vont lier tous ses successeurs, exactement comme l'a fait Washington. Ces choix économiques peuvent déterminer la prospérité pour des générations, on l'a vu avec Hamilton. Et puis, ces décisions sur les droits humains et l'expansion, comme celle de Jefferson, eh bien, elles peuvent laisser des cicatrices profondes, des cicatrices qui mettront des siècles à guérir. Et cette citation, elle est un rappel assez brutal. L'héritage, ce n'est pas juste une affaire de traité ou de loi. Les préjugés d'une époque, les angles morts de ses dirigeants, tout ça peut s'incruster dans les fondations même d'une société. Et ça crée des injustices systémiques, des injustices qui nous hantent encore aujourd'hui. Et on termine avec une question juste pour la réflexion. Si on prend en compte l'ensemble de leur impact, avec les aspects positifs, constructifs, mais aussi les conséquences tragiques, quelle figure de cette époque mériterait vraiment d'être mise en avant ? C'est un exercice qui n'est pas simple, bien sûr, et qui nous oblige à peser cet héritage dans toute sa complexité. Merci d'avoir suivi cette analyse.